Bonjour et bienvenue à tous dans la deuxième vidéo de cette série consacrée aux 4 jours de Naples. Après la présentation que j'ai faite dans la première vidéo qui visait à situer le contexte de septembre 1943 pour l'Italie et précisément pour la ville de Naples, je vais maintenant rentrer plus dans le détail, plus dans le vif du sujet pour vous faire le récit de ces 4 jours de Naples. Et notamment des deux premiers, à savoir les 27 et 28 septembre 1943. Ce n'est pas une bataille ordinaire dont je vais vous parler, c'est une bataille de tous les instants. Une bataille souterraine, une bataille de rue, une bataille de ruelle, une bataille où tout le monde peut y prendre part, une bataille où n'importe qui peut faire action, même s'il n'est pas armé. N'importe quoi peut devenir une arme quand on se bat pour soi-même, mais aussi quand on se bat pour la liberté d'une ville ou de son prochain. Et tout ça pour introduire le fait que le 27 septembre, donc au moment où je commence mon récit, la ville de Naples est arrivée à un point de saturation concernant le fait de pouvoir supporter l'occupation allemande. Et non seulement à cause des vexations, mais aussi des actions, on pourrait dire des atrocités commises par les Allemands, mais aussi à cause tout simplement de certaines règles de restrictions que les Allemands ont établies depuis quelques semaines, donc depuis la mi-septembre. Et notamment a remis un couvre-feu classique qui a pu être appliqué dans d'autres villes, et aussi quelques réquisitions d'usines ou de bateaux par exemple dans le port, des règles très dures, et notamment le STO, donc le service du travail obligatoire, qui est très bien connu en France, mais pour les Italiens était inconnu, et qui est même perçu de manière très négative, puisque les Allemands étaient encore censés être les alliés il y a quelques mois, et là maintenant se comportent en véritable vainqueurs. Et notamment donc, le 23 septembre, le colonel Scholl, donc gouverneur militaire allemand de la ville de Naples, décide d'instaurer un STO obligatoire pour tous les hommes, donc en dessous de 30 ans. Entre 17-18 ans et 30 ans. Donc c'est-à-dire que là, la situation est assez terrible, puisque les hommes savent qu'ils vont être réquisitionnés de force, puisque évidemment personne ne veut y aller. Le STO, le 23 septembre, était censé être volontaire. Or, sur les 30 000 personnes demandées, seulement 150 se présentent à la mairie de Naples. Ce qui montre bien que les Napolitains n'ont pas du tout envie de partir en Allemagne, et beaucoup s'imaginent que d'ailleurs ils vont être exécutés en cours de route. Et que ce n'est pas juste pour travailler pour les Allemands, mais c'est aussi pour être exécutés. Donc, ce qui se passe le 23 septembre est une situation déjà surréaliste. Nous sommes donc en pleine journée, et au moment où l'on apprend, où la Vox Populi répand la nouvelle que le STO va concerner tous les hommes de 17-18 ans à 30 ans, nous voyons toutes les femmes napolitaines aller dans les rues et crier « Cachons les hommes, cachons les hommes ». C'est une mère qui va cacher son fils de 18 ans par exemple, mais c'est aussi une femme qui cache son mari. Et pour une fois dans ces sociétés bien souvent patriarcales, ce sont les mères, les femmes, les épouses, les sœurs qui prennent le pas et qui vont cacher les hommes, notamment dans les souterrains dont la ville de Naples se voit totalement... il y en a absolument partout. Des souterrains, mais aussi des catacombes, des grottes et des espaces qui, depuis les siècles, ont servi justement à abriter les Napolitains qui étaient en fuite par rapport à diverses choses dans la ville. Et donc, ces hommes prennent le maquis à l'intérieur même de la ville, dans les grottes et dans les souterrains. Et la situation devient très tendue, puisque la force masculine, si on peut l'appeler ainsi, disparaît pendant quelques jours de la ville. Et si certains ont fui dans les environs de la campagne, la plupart sont cachés dans les souterrains et attendent anxieux, parce qu'ils savent que les Allemands sont en haut, au grand air, ils peuvent menacer leur famille, par exemple, mais notamment les femmes laissées seules, avec les enfants. Et donc, la situation est terrible, notamment aussi parce que les Allemands ont établi une règle terrible, à savoir de faire évacuer les 250 mètres à partir du littoral. C'est-à-dire que pour une ville comme Naples, dont la démographie et la population est concentrée quasiment que sur le port, c'est condamner près de 300 000 personnes à un exode, à fuir leur habitation dont ils n'avaient que ça. La plupart ne partent qu'avec un baluchon, ils doivent tout quitter. Donc c'est une situation encore plus terrible. Des mères, des mères, des épouses doivent tout quitter avec leurs enfants en sachant que leur mari est caché dans des grottes, ce qui est une situation absolument terrible. Avec le fait aussi qu'on a de plus en plus de mal à s'approvisionner en nourriture, les commerces sont tous plus ou moins obligés de fermer, et donc la situation vraiment atteint un paroxysme absolu le 27 septembre. Le 27 septembre, qu'est-ce qui se passe ? Le 27 septembre, des groupes d'étudiants
donc dans un quartier très important et que je vais répéter très souvent, le quartier du Vomero, donc qui est un quartier qui en fait est situé dans les collines au-dessus de Naples, au-dessus du littoral, et qui est un quartier très huppé, vraiment toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais qui traditionnellement donc est très huppé. Dans ce quartier, il y a à la fois des étudiants, des jeunes, donc des jeunes, notamment un lycée très important, le lycée Sanazzaro, mais qui va être important pour la suite, retenez le nom, mais aussi des casernes. Et ces casernes ont été abandonnées par l'armée italienne, notamment la caserne du Castel Sant'Elmo, qui en fait est un vieux château qui date du Moyen-Âge, mais qui est toujours utilisé à cette époque-là comme une grande caserne, avec des armes à disposition. L'armée italienne ayant fait défaut à partir du 8 septembre et donc de l'armistice qui prévoit finalement l'abandon de la guerre, mais aussi qui a créé le fait que les Allemands ont désarmé les troupes italiennes. Donc ces casernes ont été abandonnées. Et ce qui va se passer, c'est que les étudiants du lycée Sanazzaro, donc les étudiants, mais aussi les lycéens, les étudiants parce qu'en fait c'est un lycée qui accueille aussi des classes supérieures d'université, mais aussi les étudiants donc de l'université de Naples qui viennent donc justement aussi parce qu'en fait le plus souvent ce sont des gens de ce quartier UP vont se réunir dans ce quartier avec d'autres jeunes aussi, des jeunes qui fuient le STO, donc le service de travail obligatoire. Et on va voir donc dans l'après-midi et la soirée du 27 septembre des groupes de jeunes, de centaines, 200, 250 qui commencent à prendre d'assaut ces casernes pour aller prendre des armes. Ces armes, la plupart ne savent pas s'en servir, mais ils savent très bien que ça sera la seule solution. Ce qui se passe, c'est que quelques officiers de l'armée italienne, la plupart, en fait, des gens qui ont complètement perdu la boussole, qui ne savent plus du tout où ils sont, se retrouvent là et se voient presque pris par les étudiants et par ce flot de lycéens. On voit tel lieutenant, tel capitaine, et finalement on se dit, tiens, il sera notre chef. On voit un militaire, on se dit, lui, il a le talent, lui, il a le savoir, l'expérience, le savoir-faire, il pourra nous mener. En début de soirée, le Castel Sant'Elmo, donc que j'ai évoqué, qui est un des châteaux les plus importants de Naples, puisque il surplombe totalement toute la ville et donc il servait en fait aussi de postes abritant des batteries d'artillerie, notamment d'artillerie anti-aérienne, est pris d'assaut. Il n'était que très faiblement défendu, les Allemands n'avaient pas les moyens de le défendre réellement, et il est pris d'assaut par ces jeunes, qui sont un groupe d'environ 200 à 250 personnes, et qui sont menés par le capitaine, lieutenant, on ne sait pas finalement, Enzo Stimolo. Enzo Stimolo n'est même pas officier, c'est un soldat de l'armée italienne qui a été réformé et qui, pour de vagues raisons, qui n'a jamais fait la guerre et qui en fait à cause d'un accident du travail a perdu la main et a une certaine aura auprès des étudiants et des lycéens pour le fait qu'il soit amputé, on dirait presque une blessure de guerre, il a un côté héros et finalement il va servir de chef et c'est lui qui va mener cette opération sur le Castel Sant'Elmo. Mais de manière concomitante, des opérations similaires se déroulent dans d'autres lieux de la ville. Mais c'est au Vomero que l'impulsion décisive est lancée, notamment en raison du fait que le quartier général allemand se situe au Vomero, donc dans la Villa Floridiana, qui est donc une des plus belles villas de Naples. Les Allemands ne vont pas se priver de ce lieu d'exception, et qui dominait évidemment la ville pour que les Allemands puissent avoir un champ de vision important sur la ville. Et donc, très rapidement, les Allemands commencent à voir ces mouvements se former. Ce qui est notable, c'est que ces mouvements se forment de manière spontanée, aucune action n'a été coordonnée, et on voit quelques comment pourrait-on les appeler, mais on les appelle les capos, mais ce sont des chefs de quartier, presque des chefs de gang, qui se mettent à la tête de ces troupes. Et parmi ceux-là, des anciens militaires comme Stimolo, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre, comme par exemple un médecin sicilien, Aurelio Spoto, qui en fait se trouve mis à la tête des insurgés du quartier de Capodimonte. Capodimonte, c'est le plus grand palais napolitain qui se trouve dans les hauteurs à proximité du Vomero, mais qui est sur une autre colline et qui est notamment connu pour arrêter le grand palais de Joachim Murat, le célèbre maréchal de Napoléon, devenu roi de Naples entre 1808 et 1815. Ce médecin sicilien, mais aussi, et c'est assez notable, ces lycéens du lycée Sanazzaro, qui est Sanazzaro, un des plus grands poètes napolitains, tout un symbole peut-être. Enfin, ces lycéens
à la nuit tombante peut-être, allant dans les rues, il rencontre un distingué vieillard qui, avec sa canne et son esprit un peu sarcastique, leur crie « Allez-y, chassez les Allemands, sinon ils vont nous transformer en colonie allemande ». Et cette personne, Antonio Tarsia, qui n'a vraisemblablement jamais été militaire, est un vieux professeur à la retraite, et les lycéens, charmés par son charisme et son magnétisme, vont lui décerner le titre de colonel et lui donner le commandement de leurs troupes improvisées. Cet homme n'a jamais fait la guerre, mais c'est lui qui va le premier être le principal chef des troupes insurgées napolitaines. Et donc, tout se forme le 27 au soir. Mais je ne peux que me propulser le 28 au matin, le jour où tout va exploser. Et là, tout réellement explose, pour reprendre l'expression, car ce ne sont pas juste quelques quartiers qui se voient où se voient imprimer des forces insurgées, mais littéralement tous les quartiers du Naples historique. Ça démarre au Vomero. Et au Vomero, qu'est-ce qui se passe? Une voiture allemande, une voiture blindée, se voit arrêtée donc dans ce quartier du Vomero, alors qu'elle allait au quartier général allemand. Les troupes insurgées, les jeunes napolitains, arrêtent les officiers allemands et les forces à descendre, la fusillade éclate et finalement quelques morts, quelques blessés, ça y est, l'insurrection générale a commencé. Le quartier général allemand est prévenu, est alerté, mais trop tard. Au Vomero, on ne peut plus réagir. Ce qui se passe, c'est que à côté du QG et du quartier général allemand se trouve le Stadio Colana. Et ce stade, donc, qui est un stade important de la ville de Naples à cette époque-là, notamment pour l'athlétisme, renferme une assez importante garnison allemande, plusieurs dizaines d'hommes, voire presque une centaine d'hommes, et qui en fait vont capturer 47 Italiens, 47 Napolitains, 47 civils, des otages, qui vont leur servir de monnaie d'échange. Et en fait l'idée était de fusiller ces personnes, étant donné qu'un des soldats allemands avait été tué. C'était l'idée des représailles que le colonel Scholl avait déterminé quelques jours avant. Sauf que, alors que ces 47 personnes vont être donc sacrifiées, assassinées, Stimolo et ses hommes, donc le lieutenant Stimolo et les jeunes lycéens, les étudiants, arrivent dans le bâtiment qui surplombe le stade et déclenchent une intense fusillade sur les Allemands qui allaient fusiller les prisonniers et les otages dans le stade. Et donc les Allemands sont encerclés dans le stade maintenant. Ils ne savent pas du tout combien de personnes se trouvent au dehors, ils ne savent plus rien, ils sont coupés des communications avec le quartier général, ils prennent peur et après des heures de fusillade, vont commencer à négocier avec Stimolo et ses hommes. Ce qui est une première, puisque on n'a jamais vu durant la Seconde Guerre mondiale des troupes allemandes discuter avec des insurgés civils. Mais pour l'instant, les discussions donc commencent à s'ouvrir entre Stimolo et les officiers allemands présents dans le stade. Mais qu'est-ce qui se passe dans le reste de la ville? C'est sans commune mesure. À Capodimonte, le médecin Spoto arrive à prendre possession d'une batterie, c'est-à-dire de quelques canons, et les met en travers de la route pour empêcher une colonne de chars allemands de descendre par le nord de la ville vers le centre de la ville. Et cette opération va être cruciale puisqu'elle va empêcher un grand renfort de chars allemands qui aurait pu détruire beaucoup de choses en ville. Et en ville, par contre, voilà, c'est là où le cœur de l'opposition se déroule. C'est que, pour situer la ville de Naples, une ligne des artères centrales est la Via Roma, aujourd'hui Via Toledo, qui en fait est vraiment l'artère principale de Naples. Et cette artère va être le lieu de combats terribles, de combats sanglants et de combats aussi symboliques de ce qui se passe. Puisque en fait, les Napolitains ont tout tenté pour essayer de bloquer la route, pour essayer de bloquer le fait que les chars allemands puissent passer. Notamment, il faut insister sur le fait que les chars allemands sont des chars tigres, c'est-à-dire les chars dernière génération de l'armée allemande, très performants et très efficaces. Mais ces chars ne peuvent rien faire contre la furia et la vivacité des Napolitains qui utilisent tous les moyens possibles pour se mettre en opposition. C'est-à-dire qu'on va voir dès les premières faubourgs nord de la ville de Naples, les avenues encombrées par les trams de la ville qui ont été renversés et mis en travers des routes pour barrer l'opposition, pour barrer l'accès aux chars allemands. Mais c'est aussi des platanes qui ont été coupés et mis en travers de la route. Et quand les Allemands arrivent finalement à bouger ces
ces barricades de fortune, c'est pour se trouver face à une opposition incroyable et totalement inconnue de leur part. On peut citer un exemple fameux raconté par un écrivain napolitain, Eri De Luca, qui raconte que les chars allemands, une fois arrivés dans le cours de la Via Roma, se sont retrouvés face à des gens qui ont fait toutes les actions possibles. Et il cite par exemple un moment où les chars allemands arrivant, un homme, est-ce qu'on peut l'appeler un homme? Il n'avait que 15 ans, mais il se jette sous les chenilles du char pour poser une bombe artisanale et s'échappe en courant alors qu'il a réussi à faire exploser la bombe. Mais pendant ce temps-là, une mère de famille arrive à déplacer une immense table de marbre qui était donc une table qui surplombe, donc une plaque de marbre qui surplombe une table, et elle a jeté du 4e étage pour faire exploser la tourelle du tank. Pendant ce temps-là, le barbier qui était donc à côté, voyant ce qui se passe, arrive avec son savon pour savonner la vitre du blindé allemand, et que le tankiste allemand n'arrivant plus à voir, va se broyer dans un fleuriste. Mais pendant ce temps-là, un jeune du conservatoire de Naples, un jeune musicien, ouvre sa fenêtre en grand pour entonner la Marseillaise et donner du courage à ses compatriotes. Mais des exemples comme ça, on en aurait des dizaines. Et il faut citer le courage de jeunes napolitains, ceux qu'on a appelés les scugnezzi, et c'est-à-dire les jeunes enfants des brouillards napolitains qui, parfois âgés de 13, 14, 15 ans, se jettent dans la bataille à corps perdu pour essayer de faire pencher la balance. J'en citerai deux. Filippo Illuminato, 13 ans, qui se jette sur la Via Roma avec 2 grenades artisanales dans la main et qui, à la deuxième, se fait mitrailler par les chars allemands. Mais on en a d'autres, comme le jeune Pasquale, 17 ans, qui lui aussi, après avoir fait exploser un char, retourne dans la Via Roma et se retrouve seul face au char allemand et a le courage de lancer une bombe artisanale avant d'être mitraillé de toutes parts. Et sa mère, avertie plus tard, viendra chercher son cadavre en pleurant, mais en disant ce garçon avait tout pour lui, il a tout donné. Et donc finalement, au soir du 28, évidemment au soir, nous en sommes à peine, on pourrait dire à l'après-midi quand tout ceci se passe, mais je vais finir ici parce que le reste est encore plus extraordinaire, mais repose sur des faits encore plus tragiques.